Bonjour à tous, voilà Maître David Jaboulet, nous sommes en ligne, en direct, c'est en train de se connecter petit à petit. Bonjour et bienvenue à tous les participants. Premier webinaire Café RH de l'année, donc évidemment c'est l'occasion on est encore dans les temps pour vous présenter tous nos vœux pour cette année 2026. On est ravi d'accueillir à nouveau Maître David Jaboulet qui avait déjà fait une intervention très pertinente sur le règlement intérieur en officine et qui avait soulevé de nombreuses questions et apporté de nombreuses réponses. Donc là, on a échangé pour voir un petit peu quels étaient les sujets. Et c'est vrai qu'on a pas mal de questions sur les contraintes et la réglementation autour des contrats, CDD, CDI, temps partiel, quand est-ce que je peux le proposer, quand est-ce que ça peut être requalifié, les pièges à éviter. Et avec son expertise, c'est vrai que vous nous avez gentiment proposé de faire une intervention sur ces sujets. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Vous avez le chat en bas à droite de l'écran pour poser vos questions, pour interagir, pour dire oui, bonjour, on entend bien. Voilà. Bonjour. Et voilà, bonjour et bonne année. Caroline, donc ça veut dire qu'on entend bien et qu'on voit bien. Donc, même système que les autres, Café RH, David va avancer sur sa présentation. Si vous avez des questions, merci Dominique, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Soit c'est un point qui sera abordé plus tard parce que j'ai déjà vu la présentation et je vous dirai ça va être abordé plus tard, ou alors je me permettrai de vous interrompre, Maître Jaboulet, pour vous poser la question en direct et on aura un temps d'échange à la fin. Et évidemment, c'est un format court, 30-45 minutes max, et on va s'y tenir. Donc, à vous la parole, David. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je présente à tous les participants mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Ravi d'animer ce café RH sur les contrats de travail en officine. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Il n'y a pas de difficulté de son? C'est très bien. En tout cas, moi, je vous entends très bien. Ok. Donc, je suis avocat en droit du travail depuis 25 ans. Je fais partie du réseau Molière où il y a plusieurs cabinets d'avocats, dont des cabinets qui font du droit des sociétés et notamment beaucoup de sessions de pharmacie d'officine. Et j'interviens particulièrement, moi également, au milieu de la santé et beaucoup pour vos confrères pharmaciens sur les domaines du droit du travail. L'opportunité de faire ce café RH me semblait très important pour vous permettre de vous donner les quelques éléments pour vous guider dans le cadre de vos embauches et dans le cadre de la gestion de vos salariés, de vos collaborateurs en pharmacie. Alors, on va commencer par une première partie qui est un peu, enfin qui est même très théorique et très juridique. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que je ne suis pas là pour vous donner un cours de droit. Il faut être extrêmement pragmatique avec vous, je le pense. Mais on ne peut pas échapper au cadre juridique applicable au contrat de travail. C'est des éléments que vous devez connaître préalablement à la présentation que je vais faire des contrats de travail. Alors, il faut savoir qu'un contrat de travail est né évidemment de la loi, mais surtout de la jurisprudence et des dispositions de la convention collective. Vous n'avez pas de définition légale du contrat de travail. Un contrat de travail, en réalité, ça a été défini par la jurisprudence de la Cour de cassation et des tribunaux qui ont statué là-dessus lorsqu'il y avait une contestation d'existence d'un contrat. Un contrat de travail se forme sur la base de 3 critères. Vous avez une prestation de travail, une rémunération qui est la contrepartie de cette prestation de travail, et le critère décisif étant, le troisième critère, le lien de subordination, c'est-à-dire la possibilité pour l'employeur d'avoir recours à des règles disciplinaires et aux salariés d'être contraints de respecter des règles, des obligations, notamment en termes de durée du travail, d'horaire de travail et de professionnalisme. Ces 3 critères étant réunis, le contrat de travail existe. Alors pourquoi je vous explique ça? Je vous explique ça pour vous dire qu'en réalité, contrairement aux idées reçues, un contrat de travail n'est pas forcément un écrit juridiquement. Un contrat de travail peut être parfaitement verbal et dans ce cas, en revanche, va s'appliquer le contrat de travail de droit commun, c'est-à-dire le contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Autant vous dire que l'absence d'écrit n'existe aujourd'hui plus et qu'en réalité, même si ce n'est plus obligatoire, il faut impérativement, évidemment, faire un écrit. Et de toute façon, vous avez une convention collective des pharmacies d'officine qui, dans son article 18, vous impose de rédiger un contrat de travail
quelle que soit l'embauche, que ce soit un CDI temps complet, temps partiel ou un CDD. Et de toute façon, vous verrez que ces contrats-là, les contrats à durée déterminée, les contrats à temps partiel, l'écrit est obligatoire parce que vous avez des clauses obligatoires sous peine de sanctions qui sont relativement dissuasives. Donc, votre convention collective vous impose la rédaction d'un écrit au plus tard au jour de l'embauche et avec un certain nombre de clauses obligatoires, j'y reviendrai plus tard. Donc, la liberté contractuelle, d'ores et déjà, vous l'avez vu, elle est quand même extrêmement restreinte par le fait que les dispositions supplétives de la convention collective vous imposent de faire un écrit. Alors, je vous dis 2 mots également sur la hiérarchie des normes entre la loi et la convention collective. La loi prévoit un cadre général, des dispositions d'ordre public général, qui n'ont pas forcément vocation à s'appliquer à tous les cas particuliers. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux dans votre branche d'activité se sont réunis, ont créé cette convention collective qui donne un caractère supplétif à la loi. Des domaines où, par exemple, si on prend la prime de remplacement, les services de garde, évidemment, la loi ne prévoit pas ça. C'est la convention collective qui prévoit ces dispositions spécifiques. Et lorsque vous avez un conflit entre la convention collective et la loi, ce sont les dispositions plus favorables aux salariés qui s'appliquent, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Alors, ça peut être, en termes de rémunération, je vous donne un exemple concret, le salaire minimum en France, c'est le SMIC, ça c'est la loi qui le prévoit, sauf que dans votre convention collective, vous avez chaque année des avenants salaires, vos partenaires sociaux se rencontrent et prévoient des salaires minimums conventionnels applicables pour chaque statut de salarié. Il est évident que ces salaires minimaux conventionnels vont s'appliquer en lieu et place du SMIC s'ils lui sont supérieurs. Vous ne pouvez pas appliquer le SMIC en termes de rémunération minimum si votre convention collective prévoit un salaire supérieur. Ça, c'est extrêmement concret pour vous expliquer qu'on applique systématiquement les dispositions plus favorables aux salariés. Alors, une fois que je vous ai dit ça, moi je pense que je vous ai rappelé le cadre juridique applicable, ce n'est pas la peine d'insister trop là-dessus. C'était important que vous sachiez en préambule comment s'appliquent les règles de la loi et de la convention collective lorsque vous embauchez un salarié. Alors, maintenant, on va essayer de répondre à la question qui est le thème principal de ce Café RH, à savoir quel contrat pour votre officine et ce que la réglementation vous impose, ce que vous pouvez faire, ne pas faire, est-ce que vous avez finalement le choix ou pas. Alors, j'allais vous dire que le contrat de base, de principe et de droit commun, c'est le contrat à durée indéterminée à temps complet. C'est-à-dire, temps complet, la loi vous définit que c'est 35 heures hebdomadaires. Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires. Donc le contrat par défaut et en principe qu'on applique, c'est ce contrat-là. Ceci dit, vous pouvez vous dire que vous avez un intérêt à recourir au contrat à durée déterminée. Alors, le contrat à durée déterminée, je vous le dis tout de suite, j'avais plusieurs employeurs. C'est vrai que j'ai de moins en moins le cas. Peut-être qu'on est parvenu à les convaincre en tant qu'avocat et les experts comptables également de leur côté. Le contrat à durée déterminée était parfois utilisé pour suppléer la période d'essai. Grave erreur. Grave erreur parce que ça ne correspond pas du tout au cas de recours au CDD. Le contrat à durée déterminée, il faut savoir qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise, temporaire et seulement dans des cas qui sont limitativement énumérés par le Code du travail. Vous avez 5 ou 6 cas de recours au CDD. Je vous donne les principaux cas de recours dans une pharmacie. Ça peut être pour vous l'accroissement temporaire de l'activité de l'officine ou le remplacement d'un salarié absent. C'est surtout dans ce dernier cas-là, d'ailleurs, qu'on a recours au CDD. Si vous recourez dans ces cadres-là au contrat à durée déterminée, c'est parfaitement valable. Sachez simplement que vous avez un formalisme hyper précis à respecter. La rédaction d'un contrat de travail à durée déterminée vous impose, alors déjà, évidemment, de rédiger un écrit, de remettre cet écrit et de le faire signer au salarié dans les 48 heures de son embauche. Si vous ne le faites pas, la sanction qui est automatique en cas de saisine du Conseil de prud'homme, c'est la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet. Ce qui signifie que si vous mettez un terme à votre CDD à l'échéance, vous risquez d'avoir un contentieux prud'homal où le salarié va saisir le Conseil de prud'homme
et va dire, bah, moi, je considère que ce contrat, en réalité, bon, il ne m'a pas été remis dans les délais ou les clauses obligatoires n'étaient pas présentes. Par exemple, salarié absent, bah, en fait, quand vous remplacez un salarié absent, vous devez trouver un salarié pour remplacer au même poste, à la même rémunération, à la même durée du travail. Si ça, c'est pas respecté, votre salarié saisit le Conseil de prud'homme, sollicite la requalification du CDD en CDI. Et là, les conséquences, c'est qu'en réalité, vous allez être condamné sur la base d'un licenciement abusif. Ce ne sera pas la fin d'un CDD, vous serez condamné à verser une indemnité au titre du préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, en fonction du barème qui est prévu par le Code du travail. Donc, extrêmement important d'être rigoureux, dans le formalisme du contrat à durée déterminée et de vérifier, si vous êtes bien dans un cas qui est prévu par la loi. On ne recourt pas au CDD pour remplacer la période d'essai. Vous avez une période d'essai, je vous en parlerai, qui est prévue par votre convention collective, qui est suffisamment intéressante et beaucoup plus souple. Et en réalité, vous n'avez aucun intérêt à le faire non plus, parce que le contrat à durée indéterminée, contrairement aux idées reçues, est bien plus souple qu'un contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée vous impose d'aller jusqu'au bout du terme avec votre collaborateur. Vous ne pourrez y mettre un terme avant l'échéance que dans 2 cas, soit d'un commun accord avec le salarié, soit en cas de faute grave. Le commun accord n'est jamais évidemment acquis d'avance parce qu'il faut l'accord des 2 parties, clair et non équivoque. Quant à la faute grave, il faut la démontrer. En dehors de ces cas, vous n'avez absolument aucune possibilité de mettre un terme à un contrat à durée déterminée avant son échéance. Donc, si vous faites un contrat à durée déterminée de 6 mois, 12 mois ou 18 mois, vous êtes obligé de collaborer avec le salarié jusqu'à la fin de ce délai. En réalité, vous avez compris que ce n'est pas du tout un système souple et que ces contrats étant considérés comme précaires par l'administration du travail et par la loi, eh bien, les sanctions sont d'autant plus rigoureuses si vous ne respectez pas ce formalisme. C'est la raison pour laquelle, déjà, cette question de savoir si vous embaucherez en CDI ou en CDD, en réalité, ce n'est pas vraiment un choix. Vous avez compris que la loi vous dit, écoutez, par principe, ça sera un CDI temps plein. Si vous êtes dans un cas prévu par la loi, vous pouvez avoir recours au CDD. Voilà ce qu'il faut retenir de ces contrats-là. J'ai une question d'Alain Valentin. Oui. Tout à fait. Si vous voyez les questions en direct, c'est très bien, parce qu'on peut y répondre tout de suite. Ouais, si baisse d'activité importante pendant un CDD, peut-on y mettre un terme avant la fin? Eh bien non, c'est ce que je viens de vous dire. Les cas de rupture d'un CDD, il y en a 2, c'est la faute grave ou un commun accord. Et le cas de force majeure, qui peut être également un cas de rupture, ne prend pas en compte les difficultés économiques. Donc vous aurez la possibilité éventuellement de modifier le CDD en passant sur un temps partiel en cas de baisse d'activité, mais c'est tout. Et le licenciement économique, non, n'est pas possible. Donc on est bien d'accord que le recours au CDD, finalement, vous avez compris, est beaucoup moins souple que le recours au CDI. Sur le choix de recourir au temps plein ou au temps partiel. Alors, dans les pharmacies, le recours au temps partiel est extrêmement utilisé. Sachez, là encore, que vous avez un formalisme à respecter. C'est-à-dire que dans votre contrat, autant dans les CDI, on ne met jamais les horaires de travail quand on est avocat parce que ça vous enferme dans une obligation. Et en cas de modification des horaires, vous auriez l'obligation de solliciter l'accord du salarié ou de la salariée concernée par voie d'avenant pour modifier ses horaires. Donc, c'est beaucoup trop lourd. Donc, on ne met jamais les horaires de travail. On dit simplement qu'ils sont embauchés à temps plein, à hauteur de 35 heures hebdomadaires, selon l'horaire collectif affiché dans l'entreprise. En revanche, pour les contrats à temps partiel, vous avez l'obligation de mettre, le nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles de travail et la répartition de ces horaires dans la semaine ou dans le mois. C'est une obligation légale. Encore une fois, si vous ne respectez pas cette clause, la sanction, c'est la requalification du contrat de travail à temps plein. Donc, vous imaginez bien que si vous embauchez un salarié à 20 heures hebdomadaires et qu'elle vous réclame 15 heures, dans le cas d'une requalification, 15 heures de travail par semaine, si elle a 3 ans d'ancienneté, ça peut créer un passif social relativement important. Donc, encore une fois, sur ces contrats-là, CDD et contrats à temps partiel, soyez extrêmement rigoureux dans la rédaction. Sachez simplement aussi que votre convention collective, c'est l'article 13 bis, vous impose une durée minimale
de temps partiel. La loi vous dit c'est 24 heures. On ne peut pas embaucher quelqu'un en dessous de 24 heures, sauf exception, notamment la demande du salarié. Alors, ce sont les étudiants ou les salariés qui ont, pour des raisons personnelles ou extra-professionnelles, vont vous demander d'avoir moins d'heures. Mais en dehors de ces cas-là, vous avez l'obligation de respecter un minimum de 24 heures. Et votre convention collective est plus favorable puisqu'elle vous permet d'embaucher un salarié à concurrence de 16 heures hebdomadaires minimum. Vous ne pouvez pas faire en dessous, sauf pour les personnels d'entretien. Dans les femmes de ménage que vous allez embaucher pour nettoyer vos officines, vous pouvez réduire à 5 heures par semaine. Votre convention collective vous dit pour les seuls salariés relevant de la catégorie d'emploi personnel de nettoyage de votre convention collective. Donc voilà, c'est très important d'avoir ces règles bien en tête. Retenez que le contrat à durée indéterminée à temps complet est la règle. Les autres contrats, l'exception, recours possible, mais ça nécessite beaucoup de rigueur dans le formalisme et dans ce que vous allez mettre dans votre contrat. Est-ce que j'ai des questions Oui, une question intéressante de Pierre-Henri, puisque vous avez évoqué la possibilité de faire un CDD, mais sur le même poste, avec la même rémunération que la personne remplacée. Et donc Pierre-Henri demande si, pour remplacer une pharmacienne en congé maternité, peut-on embaucher une préparatrice en CDD si on ne trouve pas de pharmacien? Non. Non, vous êtes tenu de remplacer un salarié absent sur le même poste. Et je me demande bien comment vous pourriez, si vous avez une pharmacienne qui est absente, soit vous avez un préparateur qui est capable de faire de remplacer cette pharmacienne, et donc dans ce cas-là, il aura le statut de pharmacien, mais à défaut, on risque de vous reprocher un CDD où vous êtes en dehors des cas de recours. J'ai également là, la question, c'est souvent le futur salarié qui ne veut qu'un CDD. Bah oui, mais ce n'est pas le salarié qui fait le code du travail et la convention collective. Il faut expliquer au salarié que vous vous mettez en danger en tant qu'employeur parce que vous n'êtes pas dans un cas de recours au CDD. Vous n'avez pas d'accroissement temporaire d'activité, vous n'avez pas de salarié absent et que en cas de contrôle de l'inspection du travail, parce que le risque qui peut venir du salarié dans le cadre d'un recours prud'homal, et ça, vous pouvez vous dire que pas du tout, il est très sympa et tout. Le jour où son contrat n'est pas renouvelé, où ça prend fin, c'est là qu'on voit le vrai visage des salariés. Et certains peuvent s'avérer extrêmement sévères avec vous. Et je peux vous dire qu'ils n'auront absolument pas de scrupules à saisir le conseil de prud'homme. Mais l'autre danger vient de l'inspection du travail. En cas de contrôle, vous allez avoir un contrôle systématique sur la durée du travail, sur les déclarations préalables à l'embauche et également sur les contrats précaires. Donc le temps partiel et les contrats à durée déterminée. Et ils vont regarder si vous respectez dans les contrats à durée déterminée ce que prévoit la loi. Attention, c'est une infraction pénale. Le recours au CDD qui sont faits pour pallier une période d'essai ou à la demande du salarié, et vous allez inventer un accroissement temporaire d'activité, c'est une contravention de 4e classe. Donc, c'est un procès verbal qui peut être dressé par l'inspection du travail. Alors, beaucoup de questions. Ça suscite des questions, oui, tout à fait. Et la question un CDD avec un nombre d'heures mensuel défini, ouais. Doit-on détailler obligatoirement la répartition par semaine? Alors, sur la répartition des horaires et les horaires contractualisés, je vous donne ce que j'applique moi et la règle la plus souple possible pour un employeur. Vous êtes à temps partiel, vous avez l'obligation de mettre la répartition des horaires. CDD ou CDI, peu importe, vous avez cette obligation-là. Si vous êtes à temps plein, c'est-à-dire 35 heures hebdomadaires, que vous soyez en CDD ou CDI, ne mettez pas les horaires. Sinon, vous serez enfermé dans cette logique-là. Et vous devrez avoir recours à un avenant modificatif si vous voulez modifier les horaires. Voilà, donc le seul impératif, c'est est-ce que vous êtes à temps partiel ou à temps plein? Temps partiel, vous mettez les horaires, temps plein, vous ne les mettez pas. Sur rupture du CDD après accord des deux parties, les primes de fin de contrat et de précarité s'appliquent-elles à la proportionnalité du temps de travail effectué? Alors non, les primes de précarité, c'est 10% du salaire brut, de la totalité du salaire brut versé aux salariés. Donc oui, quelque part, c'est proportionnel au temps de travail, puisque la rémunération va elle-même être proportionnelle au temps de travail, mais en réalité, la prime de précarité s'applique sur le salaire brut versé au salarié pendant toute la durée de son contrat. Pascal Bistos qui me demande si j'ai bien compris, c'est 16 heures minimum par semaine pour un CDD. Oui, que vous soyez en CDD ou en CDI, à partir du moment où vous êtes à temps partiel, vous avez une obligation d'embaucher à minima à 16 heures par semaine, sauf dérogation à la demande du salarié.
Alors, je vous le dis, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se met d'accord avec le salarié préalablement sur, par exemple, je sais pas, sur 15 heures de travail. Et dans ce cas-là, je rédige également les modèles de courrier que vous remet le salarié en main propre, signé de sa part, et qui vous demande une dérogation pour être embauché en dessous de la durée minimum conventionnelle. Alors, sur rupture de CDD après. Non, ça, c'est. Oui, dernière question de Dominique, Ah oui. la pharmacienne adjointe en CDD actuellement qui va passer en CDI au 1er février. Est-ce que Dominique est obligé de faire un nouveau contrat ou un simple avenant suffit? Alors, c'est exactement ce que je vous disais en introduction. Si vous ne faites pas de contrat, c'est parfaitement valable et le contrat à durée déterminée se poursuit automatiquement dans le cadre d'un CDI à temps plein, si vous ne faites pas de contrat. Donc, autant vous dire que vous avez tout intérêt à en faire un, par voie d'avenant, en prenant acte que le CDD s'est transformé en CDI, et puis à le mettre en temps partiel si elle était en temps partiel. Sinon, vous êtes en temps plein. Par défaut, oui, faites un écrit, extrêmement important. Et puis je vous expliquerai pourquoi, parce que derrière, vous avez des clauses quand même qui sont extrêmement importantes, qui ne sont pas obligatoires, mais quand on ira sur les clauses essentielles, vous verrez que c'est extrêmement important de faire un écrit de toute façon. Un petit éclaircissement sur la durée minimum du temps de travail, c'est différent entre CDI et CDD. On vient Pas de du voir tout. que c'était bien 16 heures en CDD. C'est 16 heures partout. OK. Il ne faut pas confondre temps partiel d'un côté, qui est une notion de durée du travail, et contrat à durée déterminée et durée indéterminée, qui sont des notions bien différentes. Le temps partiel a une durée minimale de 16 heures, que vous soyez en CDD ou en CDI. OK, on peut avancer. En intérim, notre plus petit contrat est à 4 heures. C'est un peu plus de souplesse. Alors, ouais, mais alors le travail intérimaire, c'est pas pareil. Là, Oui, c'est différent, je sais. on est sur des contrats saisonniers, Le mi contrats intérimaires. On n'est pas sur les Ouais. mêmes règles, et la mission d'intérim répond pas aux mêmes règles que celles qui sont prévues par le droit commun en matière de durée du travail. Très bien. C'est pas du temps partiel, clairement. Alors, j'enchaîne sur la deuxième partie de mon intervention, si vous voulez bien. Très bien. Alors, clause obligatoire. Donc, vous avez, c'est pour ça que je vous disais que l'écrit était obligatoire, hein. Votre convention collective, dans son article 18, de toute façon, vous demande et vous impose des clauses obligatoires dans vos contrats de travail, qu'on soit dans le cas d'un CDD, d'un CDI, d'un temps plein ou d'un temps partiel. Il faut préciser la catégorie professionnelle, le salaire, la durée du travail, le lieu de travail, la participation au service de garde et d'urgence, l'identité des caisses de retraite, des organismes assureurs, des régimes de prévoyance, des frais de soins de santé et les modalités de mise à disposition de la convention collective qui est applicable dans l'entreprise. Et vous avez également toutes les clauses obligatoires en matière de contrat à durée déterminée. Quand vous êtes en salarié, remplacement de salarié absent, qui est absent, pour quel poste, dans quelles conditions. Quand vous êtes en surcroît temporaire d'activité, à quoi est dû ce surcroît temporaire d'activité, pourquoi vous avez besoin d'embaucher ce salarié. Toutes ces clauses-là vous sont imposées par la loi et la convention collective pour que votre contrat soit valable. Je vous le dis, en cas de contentieux, ce sont des choses qui sont rarement vérifiées. Mais de toute façon, à partir du moment où on rédige un contrat de travail, enfin moi en tant qu'avocat, quand je rédige un contrat de travail, de toute façon, ces clauses-là font partie des clauses évidemment incontournables. Je ne me vois pas rédiger un contrat sans détailler la rémunération, la durée du travail, le poste dans l'entreprise. Ça me paraît évident. Donc de toute façon, c'est un non-sujet parce qu'à partir du moment où vous faites un écrit, toutes ces clauses-là, on les vise obligatoirement. Donc, mais sachez simplement qu'elles sont obligatoires, donc ce qui vous permet de vous dire que le contrat, de toute façon, écrit est obligatoire. Et lorsque vous passez d'un CDD à un CDI, faites un avenant. Faites un avenant de toute façon pour chaque modification. Vous ne pouvez pas modifier un contrat de travail de manière unilatérale pour un salarié. Lorsque vous modifiez un élément essentiel d'un contrat, que ce soit la rémunération, le lieu de travail, la durée du travail, qui sont considérés par la loi comme des éléments essentiels, vous avez l'obligation d'avoir l'accord du salarié. Et le seul moyen de démontrer que vous avez eu l'accord de ce salarié, c'est de signer un avenant. Donc en fait, c'est un formalisme de preuve qu'on vous demande, plus que de validité. Alors, encore des questions.
Pharmacienne adjointe en CDD actuellement va passer en CDI au 1er février si j'ai oublié de faire un nouveau contrat. Oui, ça j'ai déjà répondu, excusez-moi. Question d'Alain sur le Alors, contrat, est-ce qu'il doit voilà, être le contrat peut être rédigé par nos soins, pas uniquement par le comptable. Alors, je vais être très clair avec vous là-dessus. Si vous faites un contrat par vous-même, ChatGPT, Internet, si vous faites faire un contrat par votre expert comptable, sachez que vous faites des contrats qui ne sont pas visés par des juristes. Un comptable, c'est un expert comptable, un expert du chiffre. Vous êtes pharmacien. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vont soigner sur Internet? Je veux dire, à un moment donné, c'est à vos risques et périls. Je vais vous parler de ça dans l'expérience que j'ai devant le Conseil de prud'homme. En fait, ça fait 26 ans que je plaide devant les conseils de prud'homme. Et les erreurs contractuelles que vous faites pour économiser 5, 6, 700, 800 euros que vous allez payer un avocat pour faire un contrat, ou plutôt une trame de contrat qui vous servira derrière à faire tous vos contrats. Cette économie que vous allez réaliser, parce qu'évidemment, ça sera gratuit si vous le faites vous-même et beaucoup moins cher par un expert comptable, mais elle peut vous coûter 5 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros sans difficulté, mais vraiment sans difficulté devant un conseil de prud'homme pour une simple erreur. Donc, évidemment que je ne vais pas vous conseiller de les faire vous-même. À minima, par le service social de votre expert comptable, c'est une évidence, à minima. Mais évidemment, le meilleur des contrats que vous puissiez avoir, c'est par un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail. C'est évident. Pour une raison très simple, on est à jour, évidemment, de toute la réglementation, mais c'est surtout l'expérience prud'homme qui compte. Et je vais vous en parler sur un cas très précis, d'ailleurs, quand on va aborder maintenant les clauses facultatives qui sont recommandées en officine. Pourquoi est-ce que c'est important de vous dire ça? Alors, les clauses facultatives, donc vous n'êtes pas obligé de les mettre dans votre contrat de travail, mais en ce qui me concerne, je les mets systématiquement parce qu'en cas de contentieux devant un conseil de prud'homme, c'est des clauses qui peuvent vraiment vous sauver économiquement d'une condamnation extrêmement importante. Alors vous avez d'abord la période d'essai. Votre convention collective, elle vous permet une période d'essai qui est fixée à 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés des cadres. Et vous avez, je crois, 3 mois ou 4 mois pour les salariés cadres. Donc, c'est des périodes d'essai qui sont relativement longues, mais par contre, elles ne sont pas renouvelables. Votre convention collective ne vous le permet pas. Sachez qu'une période d'essai ne sera valable et donc efficace dans votre officine que si elle est écrite dans le contrat. Donc, si le contrat est signé. Si vous oubliez de faire signer votre contrat, si vous ne le remettez pas aux salariés, ou pire, si vous oubliez de mettre la période d'essai, il n'y a pas de période d'essai. Donc, si vous mettez fin à une période d'essai, votre salarié sera fondé devant le conseil de prud'homme à demander votre condamnation en disant ils ont mis fin à la période d'essai qui n'était pas valable. Donc, en réalité, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement abusif avec toutes les conséquences de droit. Donc, encore une fois, vous voyez que la rédaction et la signature du contrat sont extrêmement importantes pour l'application d'une clause, et notamment la période d'essai. Ça vous permet également de vous dire que compte tenu de la période d'essai, vous n'êtes pas obligé de recourir au CDD pour essayer le professionnalisme d'un salarié. Ça ne sert à rien. Alors, il y a d'autres clauses qui sont extrêmement importantes, et pour moi, la plus importante, je vais vous dire, c'est le descriptif du poste. Je n'ai pas, dans mes souvenirs et dans mon expérience, de gens qui font eux-mêmes leur contrat, qui mettent un descriptif de poste. Je n'ai pas non plus d'experts comptables qui le font, ou très rarement. En quoi c'est important? Dans mes contrats, je mets systématiquement madame ou monsieur, préparateur en pharmacie, sera notamment chargé de, sans que cette liste soit exhaustive, et je mets toutes ces responsabilités, toutes ces tâches, soit dans le contrat, soit en annexe signé par le salarié. Je le fais systématiquement parce que si vous licenciez un salarié pour insuffisance professionnelle, parce qu'il ou elle fait mal son boulot, devant le conseil de prud'homme, les conseillers prud'homme, la première question qu'ils vont vous poser en tant qu'employeur, c'est: est-ce que vous avez fait une fiche de poste? Si vous dites non, ils vont dire l'avocat adverse du salarié va vous dire: attendez, vous l'avez licencié parce qu'elle a mal fait telle ou telle tâche, sauf que cette tâche ne rentre pas dans ses fonctions. D'ailleurs, vous n'avez pas fait signer de fiche de fonction, de fiche de poste à votre salarié, si bien que vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi je considère que cette fonction-là ne lui était pas spécialement attribuée, et donc que votre licenciement ne tient pas la route. Et ça fonctionne. Vous serez avec de grandes chances condamné, sauf si vous avez des dispositions de la convention collective qui sont suffisamment précises pour vous dire oui. Parce que si vous avez un vendeur qui fait mal sa vente, à la limite, je vous dirais que la fiche de poste, on peut se dire qu'on peut passer à côté. Un préparateur en pharmacie, un rayonniste,
Si vous faites page fiche de poste et que vous avez un grief très précis en insuffisance professionnelle à lui opposer, vous aurez les plus grands mal à faire valoir que votre licenciement n'est pas abusif si vous n'avez pas fait de fiche de poste. Ça, cette clause fiche de poste, moi, enfin, c'est une clause obligatoire pour moi, de par l'expérience que j'ai devant les prud'hommes, clairement. Et très clairement, vous évitez une condamnation bête et absurde, alors pour licenciement abusif. Le problème d'un licenciement abusif, c'est que vous êtes condamné à verser des dommages et intérêts. Et que les dommages et intérêts, ils vont de 1 à 24 mois de salaire, en fonction de l'ancienneté de la salariée ou du salarié. Donc, en fait, vous comprenez que cette clause-là qui prenait un quart d'heure à un avocat à la rédiger, avec les honoraires d'un contrat de travail, bah, vous en avez fait l'économie. Par contre, les dommages et intérêts que vous allez payer, ça sera minimum un mois de salaire, et jusqu'à 24 mois. Donc, vous avez compris tout de suite l'intérêt de faire rédiger un contrat de travail par un juriste en droit du travail. Ça me paraît évident. Les autres clauses, alors attendez, est-ce que j'ai des questions ? Tout à fait. Une question sur la fiche de poste. Est-ce qu'elle doit être nominative et signée par l'employé, ou elle peut concerner tous les postes identiques, c'est-à-dire une fiche de poste commune pour tous les préparateurs ou tous les pharmaciens dans l'officine? Elle peut être complètement commune et concerner tous les préparateurs en pharmacie. Vous pouvez créer vos fiches de poste, mettre la même pour tous les préparateurs, tous les rayonnistes, tous les pharmaciens adjoints. Ça pose aucune difficulté. Vous mettez en annexe de votre contrat de travail. Dans votre contrat de travail, vous mettez que Madame ou Monsieur X, préparateur en pharmacie, effectuera les tâches telles qu'elles figurent en annexe du contrat de travail, visées dans la fiche de poste, et puis vous faites viser l'annexe, signer l'annexe par le salarié, c'est bon pour vous. Et une autre question, Maître Jaboulet, la fiche de poste peut évoluer au cours du temps, puisque Bien sûr. les missions en officine évoluent. Du coup, est-ce que ça nécessite un avenant, une autre fiche de poste à faire signer? Alors, moi, je mets d'abord que la liste, effectivement, n'est pas exhaustive. Et d'ailleurs, c'est même pas un élément essentiel du contrat. Donc, évidemment, je préconise le fait de faire une nouvelle fiche de poste signée par le salarié. Comme ça, il n'y a même pas de discussion. Sachant que c'est à partir du moment où les tâches qui sont demandées sont conformes à la formation du salarié et son expérience professionnelle, il ne peut pas la refuser. Très bien. Je vois qu'il y a une question sur le droit à l'image. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, le droit à l'image? Parce que vous avez peut-être une problématique sur, je ne sais pas, vous faites des plaquettes commerciales ou marketing avec des photos de vos pharmaciens ou pharmaciennes. Oui, il y a des plaquettes, il y a de plus en plus de pharmacies sur les réseaux, Ouais. où le personnel de l'officine se met en situation, se met en scène. C'est tous ces cas de figure-là, il faut évidemment Alors là, il faut demander avoir la effectivement, validation. moi, je ferai un écrit spécifique en dehors du contrat de travail, ça n'a rien à voir, un écrit spécifique où le salarié vous donne son accord pour l'utilisation de son image. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est ce que confirme Gaël concernant les réseaux sociaux. C'est vrai Voilà, qu'on exactement. voit de plus en plus de prises d'images Alors, au ça me comptoir. permet d'ailleurs de vous parler de l'autre clause essentielle dans un contrat de travail qui n'est pas obligatoire, mais c'est la clause RGPD. L'utilisation des données. Aujourd'hui, vous avez un règlement général de la protection des données qui a été sorti par un règlement de l'Union européenne qui est applicable aujourd'hui en France. On n'embête plus la CNIL, hein, c'est terminé. En revanche, vous avez l'obligation, parce que vous allez collecter les données personnelles de votre salarié et les distribuer à l'URSSAF, aux caisses de retraite, à France Travail, et vous avez l'obligation de mettre dans vos contrats de travail une clause RGPD. Alors moi, je l'ai fait. Hein. Ces clauses RGPD, elles sont assez lourdes, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous en passer, c'est pas possible. Et évidemment, comme le droit à l'image, les données personnelles sont protégées aujourd'hui. Donc, vous avez l'obligation de le faire. Donc, rapidement, David, est-ce qu'on peut voir les clauses adaptées à l'officine rapidement et répondre ensuite à Sonia sur une question précise? Alors, moi, je préconise beaucoup les clauses hygiène, confidentialité, secret professionnel. Secteur santé et médical, ça me paraît évident, qui s'appliquent pendant l'exécution du contrat de travail et y compris après la rupture du contrat de travail, notamment sur le secret professionnel et la confidentialité vis-à-vis des patients ou des clients. Vous avez la clause vidéosurveillance. Toutes les officines, sauf erreur, en sont équipées, notamment au niveau de la caisse et des espaces de vente. Je vous conseille vivement une clause vidéosurveillance dans le cadre de laquelle vous avez les données personnelles qui sont protégées et le fait que le salarié est informé d'un système de vidéosurveillance aux endroits
où vous devez les placer, c'est-à-dire aux endroits publics, pas dans les toilettes, pas dans les salles de repos, évidemment. Et puis j'ajoute toujours une dernière clause, qui est une clause sur les lettres recommandées électroniques. En tant que pharmacien, je vois bien que ça peut être compliqué pour vous de vous rendre aux services postaux et de faire des courriers AR papier. Mettez une clause de lettres recommandées électroniques. Derrière, vous vous abonnez à AR24. Ça vous permet d'envoyer des recommandés à vos salariés de manière dématérialisée. C'est hyper efficace, hyper rapide pour vous. Et ça vous évite de perdre une perte de temps assez conséquente. Voilà, c'était uniquement ces clauses-là que je rajouterai dans les pharmacies d'officine parce qu'elles sont pour vous non obligatoires, mais vraiment extrêmement recommandées. Parfait, c'était très clair. Donc, du coup, il nous reste quelques minutes pour répondre dans Ouais. l'ordre à Sonia qui nous demande quelles sont les conditions pour se séparer d'un pharmacien en CDI qui arrive très souvent en retard et elle précise que c'est mentionné dans son contrat que cela pourra constituer une faute qui pourra mener au licenciement. Oui. Alors, il me semble qu'on fait un café RH en juin sur le droit disciplinaire, mais je peux tout à fait répondre à cette question. Là, on entre dans la rupture du contrat de travail. En tant qu'employeur, votre pouvoir disciplinaire vous impose de vérifier le comportement de vos salariés. Un salarié qui arrive en retard systématiquement, je vais vous donner le conseil suivant, tout dépend de son ancienneté. S'il a très peu d'ancienneté, qu'il est encore en période d'essai, on met fin à période d'essai. Au-delà de la période d'essai, s'il a 1 an ou 2 ans d'ancienneté, moi, je vous dis d'aller au licenciement. Par contre, il faudra être en mesure de démontrer la réalité des retards. Après, on choisit si on le met en licenciement pour faute grave ou pour faute simple. La faute grave, il part avec 0 indemnité. La faute simple, c'est une cause réelle et sérieuse. Il part avec l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement. Ça, c'est un peu stratégique, mais disons que la Cour de cassation, en tout cas, reconnaît que les retards systématiques constituent une faute grave. Et par contre, si c'est un salarié qui a beaucoup d'ancienneté et qui n'avait pas de difficulté avant, commencez par faire un avertissement, histoire d'avoir un dossier disciplinaire, de démontrer à un conseil de prud'homme qu'il a déjà été averti, plutôt que d'aller directement au licenciement. Ça, c'est pour les salariés avec beaucoup d'ancienneté. Sonia vient de préciser, il a moins d'1 an d'ancienneté. Elle a déjà averti 3 fois. Moi, je ne me poserai pas de questions. Il faut mettre un terme au contrat de travail parce qu'en réalité, c'est des salariés. Ça vous fait perdre un temps dingue. Tous les collègues de travail sont sur les nerfs parce qu'ils sont obligés de pallier à ces retards. Ça énerve tout le monde. Et à un moment donné, en matière de management, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un salarié qui arrive tout le temps en retard. Ce n'est pas acceptable. Donc, c'est un motif de licenciement, évidemment. D'ailleurs, quand elle dit qu'il a été averti 3 fois, est-ce que l'avertissement doit être par écrit? Alors, c'est mieux. C'est mieux. Encore une fois, c'est la preuve qu'il a été averti. Si ce n'était pas le cas, tant pis, je vous dirais que de toute façon, les risques, c'est toujours une question de bénéfice-risque. Quelqu'un qui a 1 an d'ancienneté, à supposer qu'il veuille saisir le conseil de prud'homme, les risques sont quand même très très limités. Donc vous aurez beaucoup moins de pertes de temps et d'argent si vous le licenciez que de toute façon si vous devez gérer son prud'homme. Donc moi, avec une telle ancienneté, je ne me poserai pas beaucoup de questions. Mais après, c'est du cas par cas. Moi, mes clients qui ont ce domaine-là, on échange beaucoup, savoir quelle ancienneté, quelle rémunération, quelle règle de preuve, et après, on met en place le licenciement. Attention, le licenciement, il faut respecter un formalisme qui est hyper rigoureux. Ce sera un sujet dédié là-dessus, un café RH là-dessus. Une question d'Alain au sujet des fiches de poste. Est-ce qu'il y a des tâches que le salarié peut refuser? Oui, vous êtes dans la négociation contractuelle, il peut vous dire moi je ne fais pas ça, sauf qu'en réalité c'est au moment de l'embauche, donc on va lui dire attendez, moi j'attends ça de vous, si vous n'êtes pas capable de le faire, je ne vous embauche pas. Mais ça, on est dans le pré-contractuel. À partir du moment où il a signé sa fiche de poste, il ne peut plus refuser. S'il refuse une tâche qui est définie dans sa fiche de poste, alors il commet une faute, qui est susceptible d'une sanction disciplinaire, avertissement, mise à pied ou licenciement. Ok, très bien. Une question d'Emmanuel concernant les vidéosurveillances. Est-ce qu'une caméra en back-office est autorisée, notamment dans la salle de pause? J'éviterai, sauf si vous avez un élément objectif qui le permet, tel qu'un coffre avec du dépôt d'espèces ou le local où vous stockez des produits stupéfiants. Oui, là, d'accord. Mais sinon, on évite de mettre des caméras de vidéosurveillance dans les endroits intimes. Notre question d'Alain, est-ce que vous pouvez nous donner, Maître Jaboulet, des exemples de clauses hygiène et sécurité? Des exemples? Oui, qu'est-ce que ça recouvre? Alors, l'hygiène, c'est le port du masque en cas de pandémie, le lavage de mains dans le cadre des
des vaccinations, d'une manière générale, l'hygiène corporelle et vestimentaire dans les espaces de vente. Et la confidentialité, c'est vous gardez pour vous tous les éléments d'information que vous pourriez avoir, dont vous aviez connaissance pendant l'exécution de votre contrat de travail sur les patients, leur nom, leur pathologie, les médicaments qu'ils prennent. Enfin voilà, c'est extrêmement large. Mais par contre, c'est large mais rigoureux, c'est-à-dire que c'est une confidentialité et un secret professionnel qui sont absolus. Pour revenir sur la fiche de poste et les nouvelles missions, c'est vrai qu'il y a des nouvelles missions qui arrivent petit à petit, la vaccination, la prescription, les TROD. Est-ce qu'un salarié peut refuser une nouvelle mission? Je dirais que si c'est conforme à son emploi, ses fonctions, sa formation professionnelle et son expérience, il n'y a pas de raison qu'il le refuse. Et s'il le refuse, vous pouvez lui dire, écoutez, ça pourrait constituer un motif de licenciement, en toute objectivité. Après, là, c'est vraiment du cas par cas. Quelle mission, quel salarié Tout à fait. Ça, il faut un échange avec mon client Il y a pour que je sache l'exemple d'ailleurs exactement ce qu'on peut faire. de Caroline qui dit, est-ce que dans la fiche de poste, on peut mettre des tâches ménagères? Alors, si c'est pour laver de fond en comble l'officine, certainement pas. Si c'est pour laisser les lieux de travail propres, oui. Vous comprenez la nuance? En fait, dans un règlement intérieur, on peut très bien demander aux salariés de laisser le lieu de travail propre et donc de nettoyer la cuisine quand ils mangent dans l'espace cuisine, le comptoir lorsqu'ils sont à la vente, mais vous ne pouvez pas lui demander de passer du balai à la serpillière avant de partir. Ok. Oui, là, ça concerne nettoyer, enlever la poussière en rayon. Je pense que c'est tout à fait possible de le mentionner. Ouais. On a une question, mais qui est une question très précise d'Abdelmouni sur j'ai une employée qui part pile à la fermeture car elle a un train à prendre et cela cause des tensions entre les employés. Que dois-je faire? C'est vraiment un cas très particulier. Il faudrait avoir plus d'éléments de contexte. Mais... Ouais, parce que si elle part pile à l'heure où si son horaire c'est de finir à 18h et qu'elle part à 18h, il n'y a rien à dire. Absolument rien à dire. Si par contre elle part systématiquement 5 minutes avant, elle se met en faute. À partir du moment où elle respecte ses horaires de travail, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, je dirais que c'est plutôt du management psychologique qu'il faut avoir avec elle que du droit, parce que le droit, il n'est pas avec vous là. Ouais. Oui, je pense que... une question à nouveau de Rami sur les horaires maximales. 48 heures hebdomadaires, est-ce que c'est obligatoire en intérim, CDD? Alors, de toute façon, les horaires, les durées maximales de travail, que ce soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, sont obligatoires pour tout le monde, que vous soyez en CDD, en CDI, en intérim ou à temps plein. À temps partiel, on ne se pose pas la question. À temps partiel, il est censé faire des heures complémentaires, mais jamais un temps plein. Sinon, c'est un temps plein. C'est ça. Parce que donc, bien un souvent, temps partiel qui fait 48 heures, ce n'est pas possible. Lorsque c'est des remplacements de titulaires, on sait très bien que les titulaires vont passer 60 heures dans leur officine, mais par contre, ils sont obligés de faire 2 contrats s'ils veulent être remplacés. Oui. D'ailleurs, Rami, on a évoqué ce point dans le dernier café RH sur la gestion des plannings. Il y avait tout un point sur les horaires obligatoires, les temps de pause. Et donc, vous pouvez le consulter. Tous nos cafés RH sont disponibles sur notre site internet. Tout en bas, vous avez le bandeau de bas de page et il y a écrit webinaire café RH. Vous cliquez et il y a tous les cafés RH qui sont disponibles en replay. Quelle heure est-il 14. J'ai une question intéressante. Oui. Une employée à qui on a accepté un départ à 17h30 2 fois par mois, au lieu de 19h en 2025 pour son organisation personnelle. Comment revenir dessus, sachant que ça a été fait à l'oral? Question intéressante, il faudrait que je sache si ces horaires sont affichés ou sont dans son contrat de travail. Si c'est dans son contrat de travail, elle est tenue de les respecter, mais si c'est affiché également, vous pouvez revenir dessus sans difficulté. À la limite, c'est un usage. Vous pouvez dénoncer l'usage par écrit en disant voilà, si vous voulez faire les choses proprement, on a accepté 2 fois par mois que vous partiez à 17h30, sauf que c'est plus possible aujourd'hui, donc on vous demande à nouveau de respecter vos horaires de travail. Pareil, il y a une clarification au niveau de la prise de poste. Si on dit prise de poste à 8h30, est-ce que c'est l'heure d'arrivée à l'officine ou l'heure d'arrivée derrière le comptoir, véritablement opérationnel? C'est l'heure à laquelle la personne doit être en mesure de travailler.
Donc, c'est certainement pas l'heure d'arriver à l'officine. Si derrière, elle met un quart d'heure pour se préparer et prendre son café, c'est pas possible. Donc, 8h30, c'est le début de l'activité effective de travail. Voilà, ensuite, voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Il faut aussi mettre dans la fiche de poste, vous serez amené à faire des futures missions liées à l'évolution de votre poste ou des nouvelles Oui, missions. Oui. ouais, c'est souvent une clause qu'on met, ça, tout à fait. Question de Caroline, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. Qu'en est-il des 10% pour qu'un cadre mène à bien son travail? Ouais, j'ai pas compris la question. Ouais. Et Fabien, mais l'intérim est différent sur ce sujet. Je ne sais pas de quel sujet il parle. Horaire non affiché, mais pas au contrat de travail, c'est dit. Voilà. Pierre-Henri Berlier qui me demande horaire non affiché, pas au contrat de travail. Oui, non affiché, pas au contrat de travail. Vous avez l'obligation en tant qu'employeur d'afficher vos horaires de travail. Ça, c'est clair. En cas de contrôle de l'inspection du travail, c'est une infraction pénale. Ça ne coûte rien de mettre des horaires de travail dans un local et dire voilà, faites ces horaires-là. Une nouvelle question d'Abdel Moumine sur l'habillage n'est pas pris en compte. L'habillage, la tenue vestimentaire, j'imagine, c'est dans le cadre du règlement intérieur. Dites-moi si je me trompe. Alors oui, le temps d'habillage et les habillages, est-ce que c'est du travail effectif rémunéré? Dans certaines hypothèses, oui, évidemment, parce que c'est très important. Dans le cadre d'un pharmacien, attendez, il faut juste mettre une blouse. Donc non, clairement, s'il commence à 9h, il est à 9h en blouse derrière son comptoir. Ok, ouais, c'est très clair. Donc il se débrouille pour arriver 5 minutes avant et mettre sa blouse. Ok. Bon, mais je pense qu'on a répondu. Il y avait de nombreuses questions. C'est toujours des sujets qui suscitent l'intérêt parce qu'il y a des flous. Ouais. Et donc, tout l'intérêt d'avoir un expert, c'est de pouvoir poser les questions en direct. Merci Fabien, merci Gaël. Et voilà, puis, après, moi, je vous ai répondu de manière générale, hein, évidemment, toutes vos questions. Tout à fait. D'ailleurs, j'en de toute profite façon pour une mettre. étude. Hein. Il doit y avoir la possibilité de mettre vos coordonnées. Voilà, vous trouvez ici l'adresse email et le numéro de téléphone et le site internet du réseau Molière. N'hésitez pas à solliciter Maître Jaboulet pour des questions complémentaires. Ça a été Il me semblait qu'un cadre n'avait pas d'horaire. Si, Caroline, un cadre est soumis exactement aux mêmes obligations que tous les salariés. Un cadre qui est embauché en CDI temps plein, il est embauché à 35 heures hebdomadaires. Les seuls cadres qui n'ont pas d'horaire sont les cadres dirigeants qui sont contrat soumis, 218 jours. Non, vous avez les cadres dirigeants qui sont soumis au cadre horaire et les cadres au forfait qui sont soumis au forfait jour, qui travaillent 218 jours par an. C'est des organisations du travail assez complexes. Je ne peux pas l'aborder maintenant, mais les cadres sont soumis aux horaires, comme n'importe qui. Voilà, merci beaucoup, Maître Jaboulet, pour ce temps et ces infos précieuses. Le webinaire a été enregistré, il sera mis en replay et donc vous pourrez y accéder dès demain. Depuis notre site web, tout en bas, dans la bandeau de bas, il y a Webinaire Café RH et vous cliquez dessus, il y a tous les anciens webinaires qui sont déjà disponibles en replay et celui-ci sera disponible dès demain pour pouvoir le revoir. Et puis, n'hésitez pas à prendre des coordonnées de Maître Jaboulet pour toute question complémentaire, évidemment. Merci à tous. Merci infiniment, David, pour cette Avec intervention. Plaisir. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis bonne journée à tous les pharmaciens. Exactement. Passez une très bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.